communities, nations, and even conventions and international. Acuerdos internacionales que hablan sobre cómo hacer frente y cómo avanzar frente a esta emergencia climática. Sin aquellos que defienden estas soluciones, si ellos no pueden, Et qui sont capables de se présenter et de se rejoindre pour véritablement dire la vérité. Il faut savoir que nous ne pourrons réussir et avancer dans le bon sens. Nous savons pertinemment qu'il y a de nombreuses conventions qui ont lieu tout le temps concernant l'accès aux droits pour que tout le monde puisse avoir le droit à un environnement sain et que nous puissions faire face à l'urgence climatique. Cependant, nous savons pertinemment qu'il n'y a pas de droits sans qu'on puisse véritablement les défendre. Et pour ce, les défenseurs des droits de l'homme ne font pas seulement partie des piliers du monde qui devraient exister, mais ce sont également les fondements de tout cela. Il n'y aurait pas de droit si on ne peut s'assurer que chacun ne souffrira pas de se défendre. Et nous tentons justement de permettre à ce que les décisionnaires et les communautés, les entreprises communautaires se tournent dans la bonne direction. Nous le voyons d'ailleurs dans notre région, les régions des Amériques. C'est une région difficile pour les défenseurs des droits de l'homme, non seulement pour les défenseurs des droits de l'homme, mais aussi pour les personnes autochtones qui travaillent et qui défendent leurs droits à la nature et les droits de leur communauté, mais aussi pour toutes ces descendances africaines et toutes les communautés qui travaillent sur ces problématiques. Les réalités sont telles que l'urgence climatique dans notre région est très importante, surtout si l'on considère les inondations, les feux, les sécheresses et notamment ce processus de certification de l'Amazone, mais aussi les membres des défenseurs des droits de l'homme qui aujourd'hui sont attaqués pour défendre, tout simplement parce qu'ils défendent ces causes. Nous le voyons aujourd'hui que les lois et les développements juridiques locaux et internationaux peuvent être des outils qui peuvent adresser l'urgence climatique, mais les lois et les droits sont des outils très puissants. Ce sont des outils organisationnels pour les communautés nationales et internationales et pour que toute communauté puisse véritablement se défendre. Et donc, quand on pense à comment faire face au changement climatique dans notre région et considérant les disparités, la violence et les limites de l'état de droit dans certains pays, nous avons vu les cadres internationaux comme étant la possibilité d'entamer ces discussions et peut-être même cartographier les solutions pour répondre à l'urgence climatique. Pas en tant qu'outil qui résoudrait tous les problèmes, car il y a quand même finalement beaucoup de choses qui doivent être faites et nous devons malheureusement passer par ces voies juridiques, mais il faut savoir que ces voies juridiques et le cadre des droits de l'homme souligne ou offre une certaine puissance à ces discussions. C'est une discussion qui concerne l'égalité juridique, l'égalité pour tous, mais aussi où nous demandons aux générations futures de prendre un moment pour réfléchir, penser et réfléchir à tout cela, aux disparités qui impactent l'autonomisation de tout à chacun, défendre les droits pour eux, pour les autres, et nous avons vu d'ailleurs dans le contexte des Amériques la possibilité d'adresser et d'encourager ces États et tous ceux qui ont euh, un poids de voix, d'avancer et de proposer une opinion conseillère, car cela créerait
différents types de discussions, autant au niveau régional, mais aussi au niveau national dans de nombreux pays, mais que ceci pourrait aider à rassembler des communautés qui parfois euh, peuvent euh, entamer différentes discussions sur les mêmes sujets et qui pourraient malheureusement avoir différents points de vue et des suppositions et des conclusions qui seraient faussées. Nous voyons qu'il y a un écart colossal entre la communauté scientifique et les décisionnaires et au niveau national et international et comment les discussions peuvent être entreprises ou mal comprises au niveau élevé. Et nous avons la possibilité d'aller de l'avant et de créer la possibilité d'accéder à plus de connaissances et de nourrir la sagesse de l'environnement juridique ainsi que de développer les connaissances scientifiques et de la politique locale pour qu'elle puisse répondre aux normes des droits de l'homme. Et c'est pourquoi nous encourageons vivement, d'ailleurs, avec l'aide d'autres gouvernements, d'aller de l'avant et de poursuivre ce projet. Il y avait d'ailleurs la possibilité de créer un système non gouvernemental se présenter. Nous avons créé justement ce lien pour qu'il y ait des discussions substantielles liées à l'opportunité de pouvoir présenter une, un, un conseil d'opinion et certains sujets devaient être portés justement pour entreprendre ce processus. Et au 8 janvier de l'année dernière, le Chili et la Colombie ont soumis leur demande pour un avis consultatif et on s'attend à ce que les résultats soient positifs de ce processus. Et ce processus, cette demande d'avis consultatif a été notamment soumise à la Cour américaine des droits de l'homme. C'est un projet ambitieux et nous pourrions plonger dans la logique de certaines de ces questions et de ces attentes lors de la séance de questions-réponses si vous le souhaitez. Mais je souhaite tout de même souligner le fait que nous voyons effectivement un avis consultatif se créer dans le cadre des droits de l'homme, se rajouter, s'inclure dans les discussions locales, régionales, mais aussi les discussions politiques et que ceci puisse s'intégrer pleinement dans les conversations et qu'elle puisse créer un élément de langage commun à tous les niveaux. Évidemment, nombreux considèrent ceci comme des accélérateurs, des accélérateurs de contentieux, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que les urgences climatiques sont dévastatrices et nous n'avons pas le temps à perdre sur des contentieux, qu'ils soient stratégiques ou non. Il nous faut cependant utiliser les espaces de discussion qui nous sont disponibles pour pouvoir accélérer les réponses et trouver des solutions à tous les niveaux. Et donc, sur ce, j'en conclus mes remarques introductives. Merci beaucoup, Viviane. Merci d'avoir géré aussi le temps qui vous était alloué. Effectivement, il y a beaucoup de questions qui vont être posées liées à votre intervention, surtout suite à, à cette, à ce projet, notamment d'avis consultatif. Et c'est effectivement très ambitieux. Je voudrais maintenant me tourner vers Louisa Gomez-Betancourt, qui est notre prochaine intervenante. Elle nous vient du Centre du Ciel, donc le Centre international de la loi environnementale. Elle est avocate au People Land et dans le projet People Lands Resource Program. Elle est de la Colombie,
Elle a travaillé au SIS, Organisation sociétale, et à l'Académie de l'institution juridique avancée de la justice pour les victimes des droits de l'homme et des violences contre l'environnement. Son organisation a notamment été engagée dans de nombreux projets d'avis consultatifs. Merci beaucoup, Angelita, et je vais m'exprimer en espagnol. Y en otros idiomas. La tomó muy contenta. Desde CIEL agradecemos y celebramos la iniciativa del RFK Human Rights Institute, de CEGIL y de Pan African Lawyers. Je voudrais vous remercier pour cette invitation et pour cette initiative. Et je vous remercie d'ailleurs de me permettre de faire partie de cette conversation, surtout lorsque l'on parle de ces urgences climatiques qui nous coûtent tant d'argent. Le tribunal international ainsi que les ports, ainsi que la Cour internationale le Conseil international des gouverneurs sont des organisations avec lesquelles je travaille depuis 30 ans, et ce sont des outils qui nous permettent de transformer, de protéger l'environnement ainsi que les droits de l'homme. Dans les processus que nous avons mentionnés, notamment avec ces organisations internationales, il faut vous avouer qu'il y a une liste d'exigences. Et comme vous l'avez dit, ma chère Angelita, Y por otra parte, a finales del año pasado, CIEL estuvo preparando en conjunto con organizaciones internacionales y de América Latina un par de amicus para hacer il faut savoir que l'organisation aussi a travaillé avec les organisations internationales, notamment en Amérique latine, et nous a permis de parler également avec la Inter-American Gordon, une de ces États qui travaille avec les acteurs d'entreprise et qui travaille avec les défenseurs notamment. También colaboramos con otros dos amicus sobre pérdidas y daños. Il faut savoir que nous tentons mieux También en nombre de la iniciativa global del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, ambos también enviados a la Corte Interamericana. Actualmente estamos en preparación con diferentes aliados y colegas alrededor del mundo para participar e incidir en Je pense que nous sommes permis de préparer les projets avec différents candidats et collègues dans le monde entier. Il faut savoir que nous avons développé effectivement un avis consultatif que nous avons présenté à la Cour internationale de justice, mais il y a d'autres processus qui sont assez particuliers. La primera, estamos ante un momento histórico, no solo porque no habíamos tenido procesos de opinión consultiva sobre emergencia climática, sino que están corriendo tres procesos en paralelo ahora mismo. Alors, le processus est tel que nous avons fait, ce n'est pas parce que nous avons tenté un processus d'avis consultatif pour lutter contre le changement climatique ou pour parler justement des urgences climatiques. Nous avons créé 3 processus parallèles. Il y a comme un système de triade historique et qui est plutôt visible. Cela démontre clairement les symptômes et qu'il y a un besoin de politiques différentes dans le monde pour lutter contre le changement climatique, car notre planète en est grandement affectée. Cette triade ouvre la possibilité historique de pouvoir le faire. Il y a des obligations internationales que tous les États doivent se sentir impliqués, beaucoup plus explicites. Nous avons créé des ponts au niveau des droits internationaux et dans le contexte du changement climatique. La seconde réflexion est que nous avons 3 différents tribunaux qui doivent travailler avec différents instruments juridiques. Nous avons des conclusions similaires. C'est que tous les instruments de ces cadres juridiques indiquent que les États ont une obligation indispensable et une responsabilité juridique pour le peuple et par le peuple en tant que citoyens, surtout pour ce qui est du changement climatique, et que s'ils ne répondent pas à ces responsabilités, ils souffriront malheureusement de conséquences. Et ceux-ci ont été exclusivement contemplés. Et ceci notamment a fait partie de la Convention cadre des accords de Paris. Il est important de considérer ceci
comme systématique, notamment par rapport aux droits internationaux. Il faut savoir que les différents États, avec les documents préexistants des droits de l'homme, doivent protéger les droits face au changement, à la crise climatique. Et ils ont le devoir d'aider toutes les victimes. En d'autres mots, la précision et la confrontation qui a été émanée par ces tribunaux doit beaucoup faire et beaucoup donner pour répondre aux difficultés rencontrées par les pays et les communautés qui ont été affectés par cette urgence climatique et qui ont malheureusement pas été adressées. Y es que, si bien las opiniones consultivas no tienen la fuerza vinculante de una sentencia judicial para los estados, sí son fuente de interpretación de derecho internacional. Alors, il faut savoir que les opinions politiques n'ont pas la force juridique. Ceci signifie que cela peut être utile pour les politiques publiques ainsi que pour les contentieux stratégiques de se mettre en place. Et il nous faut de meilleures ressources nous permettant de créer des cas qui seront présentés et nous permettront de parler plus ouvertement de l'urgence climatique. Il me reste quelques minutes. Je voudrais parler notamment de la Cour internationale américaine qui a reçu des documents. Il semblerait que tout ait à voir avec la sécurité environnementale. Nous avons conclu avec nos collègues de la Women's Society College que il nous fallait présenter la responsabilité des entreprises auprès de la Cour et que ceci était et que le changement climatique était affecté par les actions et les initiatives d'un petit nombre d'entreprises auxquelles on se réfère, comme les grands géants qui connaissent les plus grosses empreintes carbone. Nous devons nous assurer que ces entreprises soient responsables et qu'elles comprennent l'impact que cela a sur la crise mondiale et qu'il est absolument impossible de garantir les droits de l'homme dans le contexte de cette urgence climatique et que toutes les activités de ces entreprises ne sont pas régulées ou ne sont pas monitorées dans le sens où je pense que la science à ce niveau-là est un allié et devrait nous aider à atténuer l'impact des effets du changement climatique ainsi que des effets que cela aura sur les droits de l'homme. Il nous faut nous assurer que nous réduisons les énergies fossiles et qu'on accélère son élimination au plus tôt. Nous avons soumis des arguments forts auprès des différents tribunaux pour s'assurer que nous ayons l'obligation que l'obligation soit imposée aux différents États que leurs entreprises puissent réguler leurs empreintes carbone et qu'elles puissent considérer la crise climatique comme responsabilité sociale d'entreprise et que tout le monde finalement est victime du climat. Enfin, il nous faut mesurer le fait que SIEM, avec d'autres organisations en Amérique latine, ont été capables d'écrire un document et de le soumettre à la Cour au nom de différents groupes et organisations et pour des raisons de clarification auprès de la Cour pour s'assurer que tout soit compris et que tout le monde puisse répondre aux normes internationales et que ceci puisse être vérifié et exécuté dans les pays d'Amérique latine et que cela soit considéré comme une priorité, surtout une région qui aujourd'hui est considérée comme une zone dangereuse. Il nous faut considérer que que la protection des droits de l'environnement ne soit pas seulement une obligation près de la Convention américaine, mais que ce soit essentiel pour faire face au changement climatique et que tous les États puissent être conformes à leurs engagements et que nous puissions protéger et défendre ceux qui tentent de protéger l'environnement. Toute personne qui a des connaissances approfondies des territoires de la nature et de ses compétences régénérantes
toute personne qui comprend l'écosystème et qui travaille avec l'écosystème, ce sont toutes ces ressources qui sont nécessaires pour lutter contre le changement climatique et donc de protéger les défenseurs, de l'environnement est indispensable. Il nous faut continuer à défendre leurs droits pour que nous puissions sauver notre planète. En conclusion, nous pensons qu'il nous faut, faire une transition énergétique qui va changer le schéma de notre industrie avec une explication juridique à nos problèmes. Nous pensons qu'une transition énergétique doit être équilibrée. Mmh. C'est indispensable pour le changement climatique et pour les droits de l'homme. Évidemment, nous devons garantir les droits, une fois de plus, des défenseurs et je suis convaincue que même si l'énergie est nécessaire, ça ne doit pas être un moyen, une raison, ce n'est pas une raison pour continuer à anéantir notre planète. Il nous faut l'énergie propre et c'est comme ça que nous pourrons atteindre nos objectifs. Une fois de plus, je voudrais vous remercier pour l'invitation et en conclusion, je voudrais vous remercier pour ce moment important que nous partageons, car je pense que nous ouvrons la porte enfin à une action climatique qui se fait à une très grande échelle, mais finalement tout le monde se sent impliqué. Merci beaucoup, Angelica, merci infiniment. Et merci à vous, merci pour d'avoir relevé tous ces points qui sont très importants. Et maintenant, je voudrais donner la parole à Donald Dea, qui est PDG des syndicats panafricains, des avocats panafricains et notamment président du comité exécutif et de la Pan African Citizens Network. Et c'est un défenseur de la haute cour du Kenya et aujourd'hui, Donald va nous faire part des initiatives juridiques entreprises par la société civile africaine concernant le changement climatique et les droits de l'homme, qui inclut notamment la peut-être demande possible d'un avis consultatif auprès de la Cour africaine des droits de l'homme. Mais aussi, vous allez nous parler des différents processus internationaux sur cette problématique. Merci beaucoup, Angelita. C'est un plaisir d'être ici avec vous et de pouvoir échanger les perspectives avec tous nos chers collègues du monde entier et surtout mes deux chers copanélistes qui euh, ont pu partager avec nous tous leurs travaux en Amérique latine et au niveau international. Nous bénéficions de tout cela, surtout tous ceux du Sud global, où nous échangeons des initiatives et où nous échangeons des idées et où nous arrivons à collaborer autant que possible. Comme je l'ai dit de nombreuses fois, l'Afrique est un émetteur de gaz à effet de serre et nous sommes pourtant les plus vulnérables de changement climatique. Il y a des risques de sécheresse, de désertification, d'inondation, de disparition de petites îles. Et comme mes collègues nous l'ont gentiment dit, les impacts sont très importants. Nous avons beaucoup de migrations humaines, de déplacements. Nous vivons l'insécurité alimentaire. Nous avons une pénurie d'eau. Et il y a aussi un grand risque d'épidémie et de maladies. Et je voudrais remercier d'ailleurs mes collègues du Centre mondial qui ont eu la responsabilité de protéger les différents événements et qui observent le changement climatique comme un contributeur ou une cause de crimes euh, de masse atroces, que ce soit les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, lorsque l'on se bat pour de l'eau, lorsque l'on se bat pour de la terre, lorsqu'il y a des conflits entre, d'un côté, des personnes qui vont avoir du bétail et qui en ont besoin pour vivre, et d'autres qui ont des fermes et des terres. S'il y a des conflits entre les communautés qui souhaitent vivre leur vie d'une certaine façon, et lorsqu'il y a des entreprises minières qui tentent de les déplacer parce qu'ils veulent entreprendre des activités d'exploitation minière, que ce soit pour les produits traditionnels, hein, le pétrole, le gaz, l'or, ou même ces minéraux nécessaires pour la transition énergétique, justement, il y a beaucoup de guerres qui ont lieu et qui sont causées malheureusement uniquement à cause de cette intersection climatique.
which works across first on Et donc, economic governance. nous voyons qu'il y a cette gouvernance économique qui a lieu, mais aussi tous les travaux autour de ces droits politiques, civiques, traditionnels, économiques et sociaux et ces droits culturels. Nous approchons le changement climatique et la loi à travers ces différents angles. Évidemment, nous allons continuer à observer les différentes demandes qui ont été soumises, telles que mes collègues l'ont si bien souligné, et nous allons soit activement atténuer, soutenir ou bien même surveiller les contentieux, les projets en Afrique pour pouvoir réduire la crise climatique. C'est sur nos continents, c'est auprès de de nos tribunaux, c'est aussi auprès de la Cour africaine des droits de l'homme que cela se fait, mais aussi au niveau sous-régional, auprès des tribunaux sous-régionaux, comme par exemple la Cour de l'Afrique de l'Est, qui est basée ici en Tanzanie, ou bien même la Cour communautaire juridique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pardon, qui s'appelle à Abuja au Nigeria. Nous avons également suivi les contentieux qui ont lieu au niveau national dans différents pays en Afrique. Donc, par exemple, à la Cour africaine ici à Arusha, nous avons observé, suivi le cas Ogerek depuis 8 ans, où justement nous avons ces communautés autochtones de Karan qui sont allées aux montagnes. Cette communauté du Kenya qui a été d'ailleurs déplacée violemment par le gouvernement kényan parce qu'il souhaitait justement détruire les tours d'eau et la forêt. Et nous avons eu des jugements réussis autant sur les mérites que sur les réparations. Nous avons eu gain de cause, mais nous faisons face encore à des difficultés car le gouvernement de Kenya ne répond pas aux réparations et ne répond pas aux demandes et qu'il y a toujours des évictions et des déplacements et nous sommes toujours au tribunal. Il y a également à la même cour juridique une affaire judiciaire qui vient du Code de divorce, notamment de la Côte d'Ivoire, où le gouvernement a permis à Trafigura European American National Multinational Corporation de déposer, de jeter des déchets toxiques dans certaines zones et pourtant il manque de protéger les hommes et les droits de l'homme dans le même secteur. De la même façon, pour la Cour juridique de l'Afrique de l'Est, nous avons représenté les Maasai de l'Ilongo et le Korongoro de ces différents secteurs qui sont à quelques heures de Arusha, où nous avons une fois de plus ici le gouvernement qui utilise l'exemple du changement climatique et l'exemple de la surproduction de bétail étant de dégager les Maasai de leur terre traditionnelle et de les déplacer dans une autre région qui est un environnement complètement différent de là où ils vivent, plutôt que de faire attention à cela et à la production et la reproduction. Il n'y a aucune importance considérée à cela et ceci est également à la Cour juridique. Il y a aussi un autre cas qui a eu lieu au Ouganda où les ONG environnementales du Ouganda et de la Tanzanie et du Kenya ont été opposées au projet de développer un pipeline de pétrole qui part de l'Ouganda, qui traverse la Tanzanie, surtout dans la région des lacs Victoria. Et donc, dans toute cette région, nous l'appelons donc cette côte parce que l'impact environnemental est très sérieux et aujourd'hui, nous sommes toujours au tribunal et nous attendons les résultats. Évidemment, il y a différents cas nationaux sur lesquels nous nous penchons dans le continent. Donc, à la Cour africaine pour les droits des humains et nous le faisons en collaboration avec plusieurs organisations sœurs et coalitions, y compris les Defense Legal Climate des États-Unis. Nous avons également la Greenpeace Africa en Afrique du Sud, Green Governance International. Nous avons également l'Institut Katiba, l'un des intérêts ou des organisations en matière de litige et d'intérêt public au Kenya, au Zimbabwe et la loi. Donc, légalement et juridiquement, nous allons
faire le travail sur la base de la charte des chartes de l'Union africaine, africaine pour les droits humains, qui a été ratifiée par 54 des 55 États africains. Et le Maroc doit le ratifier. Mais en fait, cette charte de l'Union africaine a une vision ou bien basée sur une vision mondiale et universelle. Et celle-ci se base sur des résolutions, plusieurs résolutions, comme celle, par exemple, du système des droits humains africains, la Commission africaine sur les droits humains et les droits des peuples. Ils ont passé également des règlements sur les droits des femmes, le droit des communautés autochtones, le droit à l'alimentation et la sécurité alimentaire, les droits humains face aux environnements extrêmes et au changement climatique. Donc, en fait, sur cette charte de l'Union africaine et la charte de la Commission, nous avons une applicabilité de toutes ces lois internationales et la Cour a le pouvoir d'interpréter, d'appliquer et d'assurer la conformité avec tous les instruments des droits humains internationaux qui sont pertinents aux États membres et les États ayant ratifié ces traités et ces conventions. Pourquoi voulons-nous aller en devant pour aller vers une opinion de conseil? Pourquoi? Parce que nous avons des collègues qui nous donnent plusieurs après et nous rajoutons l'aspect changement climatique ou le phénomène du changement climatique et son effet sur les droits humains. L'un des aspects, c'est que si vous allez au contentieux, vous devez avant d'aller aux Nations Unies, vous devez utiliser tous les remèdes nationaux. Si vous avez un contentieux, la question est déjà encadrée et souscrite par rapport à une violation d'un État partenaire. Mais si vous utilisez une demande de conseil, vous pouvez encadrer la demande de la manière dont vous voulez, mais d'une manière qu'il puisse aborder le sujet et sans aucune difficulté. On aime également cette demande, veut demander cet avis de conseil parce que ce qui est différent de ce conseil par rapport à contentieux, c'est que vous avez déjà un État où un nombre d'États sont en la défense. Et ce conseil n'est pas un contentieux, n'est pas un litige. Mais en fait, notre objectif à travers les différentes participations, c'est de donner des observations, apporter les meilleures pratiques, de mettre en lumière certains des défis dont fait face dans un monde non contentieux et d'une manière non contentieuse. Donc, ceci encourage les pays à participer de façon progressive. Et bien sûr, la demande est bien sûr, c'est le cas pour le contentieux, mais la Cour est plus ouverte. euh, euh, elle va écouter plusieurs acteurs, pas seulement d'Afrique, mais du monde entier. Et la Cour, proactivement, contacte des organisations et leur dit, voulez-vous soumettre un briefing sur cette question qui est en considération? Nous avons plusieurs acteurs, par exemple les think tanks, la société civile, les institutions académiques qui peuvent participer. Donc actuellement, Palou, nous travaillons avec une coalition de CSO, donc organisations de société civile avec laquelle nous travaillons. Nous faisons des études et des analyses comparatives à travers le continent. On voit ce qui se passe dans les autres continents, dans les autres tribunaux et les cours. Et nous sommes en train de rédiger, nous sommes en phase de rédaction. Et nous incluons également les leçons apprises, des points qui ont été faits et exprimés notamment des leçons apprises, de l'Interamérique, des cours interaméricains en termes de comment vous encadrez la question. Lui en a parlé. Qu'est-ce qui est trop large? Qu'est-ce qui est trop serré? Quel est le bon mélange? À quel moment allez-vous vous adresser ou vous allez réduire les tensions? J'espère qu'on va se revoir dans les 2 prochains mois et la Cour, bien sûr, va notifier tous les États partis et va inviter les observateurs. Ces observateurs vont sûrement accepter et vont accepter et la Cour accepte l'observation. Mais pour nous, ce point est très important. 2 choses. Le renforcement du mouvement. Vous savez, le litige n'a pas d'impact s'il est seul. Le litige
doit avoir un mouvement et un grand nombre de personnes qui se rallient. Donc, il est important d'avoir ce rallye, cette alliance. Deuxième point, c'est la communication. C'est important qu'on puisse communiquer à chaque étape et engager le public et le gouvernement dans un dialogue interactif dans les deux sens pour maximiser l'impact. Et dans le cadre de cette communication sur le continent africain, se dire l'Afrique a un protocole qui n'a pas encore été mis en œuvre, mais qui donnera une juridiction pénale à la Cour africaine sur les droits des peuples et des humains. On parle de génocide, mais on va parler également de l'utilisation des ressources naturelles de façon illicite, le changement climatique, le trafic ou la traite des personnes. Nous ne sommes pas trop ambitieux en fait, mais nous sommes dans un mouvement très important vers une direction spécifique, notamment le climat et l'environnement. Merci et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Don, pour cette vue d'ensemble qui est très intéressante. Il est toujours intéressant d'écouter votre stratégie qui sous-tend cette initiative pour demander avoir un appel de conseil et avoir également un point de vue dans un autre pays ou dans d'autres régions et d'avoir ces demandes et d'échanger et que ces demandes viennent de la société et pas forcément d'un État membre, ce qui n'est pas le cas dans les systèmes interaméricains. Maintenant, nous allons aller vers le système interaméricain. Nous allons maintenant commencer la session questions-réponses de ce webinaire. Mais avant de le faire, je vais commencer par poser une question à Viviane. Et juste pour revenir à la demande du conseil, l'avis de conseil pour la Cour des droits humains et des droits humains et des droits des peuples, comme vous l'avez décrit, est très ambitieuse. Avant les autres tribunaux qui ont actuellement une demande d'opinion et de conseil, nous avons deux grandes questions, mais nous en avons deux. Dans le système interaméricain, nous avons 19 questions et chaque question a des sous-questions et ce qui rend un peu la chose ce qui rend beaucoup de questions. Alors, la question que j'ai, en fait, nous avons un spectre important de sujets que nous discutons. Il est important que le goût de droits humains soit mis en exergue dans nos conversations sur la façon avec laquelle nous abordons les défis, les menaces et l'impact de la crise climatique. Est-ce que vous avez une idée sur les risques, les pour, les contre, d'avoir un spectre important de questions à considérer par la Cour? Je dois dire que d'une perspective mondiale ou générale, c'est un peu plus ambitieux. Et la perspective régionale, elle est aussi importante. Si vous regardez d'autres demandes d'opinion dans la région, alors ils ont plusieurs questions. Il y avait 6 sujets qui ont été identifiés et euh, chaque question a 3 questions. Euh, Certaines de ces questions peuvent être rassemblées comme les obligations générales, la réparation. Ils peuvent être rédigés différemment. Je pense que la majorité des États qui ont mis en exergue une des demandes euh, qui ont fait une proposition d'avoir un avis consultatif n'ont pas présenté le même sujet, la même demande sur plusieurs années. Et la Cour a déjà discuté des aspects portant sur les droits humains et l'environnement. Donc, nous sommes là à un point, un tournant, et on se concentre sur l'application de certaines de ces normes à l'urgence climatique. Et il existe un écart, un vide en matière de connaissances.
dans l'élaboration des normes et de standards. Si vous regardez la loi internationale sur l'environnement, si vous regardez la loi internationale sur les droits humains, certains des développements locaux et comment ils sont appliqués à des secteurs spécifiques. Et comme il a été très bien expliqué par Louisa, il y a quelque chose, euh, euh, il y a des normes qui sont là. Et on essaie également dans d'autres cas, pour construire sur ce qui est existant. Alors, pour ce qui est de l'avis consultatif, ils sont ambitieux, mais l'objectif est d'appliquer les normes des droits humains dans les aspects liés à l'environnement ou la reconnaissance environnementale. Euh, dans les lois internationales, dans les différents accords, au code, dans les différentes COP, dans les déclarations subséquentes faites par les scientifiques, par les panels scientifiques, les nations qui portent sur l'égalité euh, et la rédaction des traités, des accords qui ont été créés par les inégalités mondiales. Nous avons une reconnaissance de certains seuils qui ne devraient pas être dépassés, mais pas les conséquences des violations sur les droits humains. Tout simplement parce que certains des traités sont des traités environnementaux, donc ils sont hésitants à parler des conséquences sur les droits humains. Mais dans le domaine des droits humains, il est très clair, il est bien établi que quand vous avez une connaissance d'un risque immédiat à la vie, à l'intégrité des droits qui est urgent, vous devez vous avez une obligation de diligence propre pour éviter que ce risque se produise. Euh, il- pour ne pas dépasser les 1,5 degrés de température mondiale. Il existe des choses où la loi est là, donc, mais il existe des domaines où l'application des normes sur les droits humains et réfléchir aux connaissances et aux accords dans ce domaine avec ces outils ramène quelque chose de différent. On veut s'assurer, les gouvernements et d'autres membres de notre communauté, certaines de ces conséquences juridiques qui ne peuvent pas être discutés dans d'autres forums ou qui peuvent être discutés, mais sur lesquels on ne peut pas approuver, sont assez clairs, hein, et vus dans le cadre des droits humains par rapport à la nature des obligations, les conséquences de ces obligations. Et c'est une partie importante des problèmes tels que, comme Lisa vient de mentionner, les carburants fossiles, les problèmes sur qu'est-ce qu'on va faire avec le méthane. Donc, il existe, on réfléchit, nous avons une connaissance parmi les scientifiques et les discussions environnementales et politiques sur l'importance pour gérer le méthane. Mais qui a entendu dans notre communauté du méthane? Est-ce que les juges sont au courant? Est-ce qu'ils gèrent le problème du méthane? Est-ce que nous voyons également un point d'entrée pour ce méthane? Donc, comme Lisa la vient de mentionner, comme Don a mentionné, sont des sujets qui sont discutés, qui, qui portent sur la réalité sur le terrain et l'expérience des différentes communautés qui doivent être vues à travers un objectif humanitaire et à travers les conséquences subies par ces communautés. Nous avons fait ce travail, hein, dans la lutte contre les disparitions forcées ou les droits des femmes, donc les droits humains. Et la loi des droits humains a établi des priorités et des obligations de diligence. Et elle peut le refaire plus de façon plus détaillée. Nous faisons partie de ce cadre qui est nécessaire pour mieux développer dans une perspective humaine à cause des droits qui sont en jeu par rapport à l'égalité, la vie, la santé, et ainsi de suite. Ce que nous avons fait
dans ce processus en termes de la rédaction des questions. Les questions pour l'avis consultatif dans les cours américaines va de l'avant. Ceci comprend des sujets tels que les obligations générales, l'accès à l'information, la production proactive d'informations nécessaires à aborder les droits humains, la protection des droits humains et les réparations. Il existe une section complète portant sur les peuples autochtones, ce qui critique les défenseurs des droits humains, le droit des enfants et les générations futures. Ceci porte également la responsabilité différenciée, la responsabilité à la coopération, la solidarité, la réparation. Donc, il existe plusieurs sujets larges et élargis que nous devons aborder. La Cour peut avoir 500 pages, un avis consultatif de 500 pages ou 200 pages. Ceci dépend fortement à quel point quel point la Cour veut être impliquée et à quel point la Cour ressent son implication et la clarification des obligations. Nous croyons que le processus d'avis consultatif est important pour le renforcement du mouvement, comme Don l'a dit, mais nous voyons les écarts et les besoins d'avoir une conversation entre les parties prenantes et une conversation interdisciplinaire ou intersectorielle. Nous avons travaillé ensemble et nous essayons d'être aussi proactifs que possible en partageant les informations avec plusieurs organisations, comme il a été fait par Ciel et d'autres, Arkeil, afin de nous assurer que les gens savent comment ils peuvent participer. Mais nous avons décidé d'essayer d'engager. Et Anos l'a très bien exprimé parce qu'elle a fait partie de ces discussions, d'avoir des conversations plus profondes sur chacun des problèmes substantifs mentionnés par la Cour et créer un processus complet en matière de recherche, de rassembler les gens, en travaillant sur les différentes normes, les conséquences par rapport à chacun des sujets. De plus, nous avons travaillé avec deux groupes de scientifiques euh, qui qui ont donné des informations à différents moments. Et ils ont apporté des informations scientifiques à prendre en considération afin d'aborder certains problèmes juridiques. Par exemple, sur la science d'attribution, qui ne fait pas partie, qui n'est pas au cœur du domaine des droits humains spécifiquement. Cependant, il est important pour le développement que nous voulons atteindre. Nous avons travaillé avec certains scientifiques qui travaillent sur les implications sanitaires pour les enfants par rapport à l'urgence climatique. Nous avons travaillé avec certains groupes autochtones également et les chefs de file autochtones et nous avons également discuté avec les enfants, les groupes de jeunes, ce qui était très fascinant. J'ai adoré les conversations que nous avons eues. J'ai adoré cette expérience. Et maintenant, en fait, nous, nous avons avancé. Nous avons vraiment avancé dans la création de nouvelles connaissances, mais également l'élargissement de la communauté. À titre d'exemple, l'un des domaines qui me réjouissent, c'est en matière de défense des droits humains, euh, c'est le développement de la loi qui porte sur les obligations à proactivement produire de l'information afin d'aborder et de faire l'urgence climatique. Qu'est-ce que cela veut dire par rapport à notre région? Et nous avons quelques informations qui nous viennent de Exaso avec des directives
Certaines directives nous viennent de la jurisprudence, de la Cour. Plusieurs cas que nous avons cette obligation de proactivement créer ce système et ces systèmes, ces données, cette publicité, d'importer les informations. Mais il existe beaucoup d'informations où nous avons des informations qui nous viennent de traités environnementaux. Et tout doit être cousu et fait de manière pour connaître le seuil et pas seulement pour avoir une politique transparente, mais afin de produire une information, oui, des informations qui soient clés en intérieur et en externe. Et qu'est-ce qui doit faire à différents niveaux, au niveau régional, au niveau mondial, et les obligations à coopérer avec en matière d'information. Je suis désolée, j'ai parlé trop longtemps. Mais vous savez, je suis très passionnée et il y a tellement de choses à discuter que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Viviana. Je pense que l'une des choses que je voulais demander précisément, surtout quand on parle quand on reconnaît en fait que la Cour n'a pas établi son avis consultatif, mais à travers ce processus, quel serait le conseil que vous donneriez à un collègue en Afrique, par exemple, qui dirige cette initiative et qui demanderait un avis consultatif? Vous avez mentionné certains points et Don l'avait mentionné dans le cadre de la stratégie clé, tels que les efforts afin de nous assurer qu'il existe une participation large et une consultation importante auprès de la communauté locale et la société civile pour I loved reconnaître les cas. En fait, Don avait parlé des conflits. Euh, pas que je n'aime les résultats des conflits, mais il est important de connaître votre réalité. Nous avons toujours essayé de le faire dans notre travail, mais de temps en temps, vous pouvez voir des dimensions, la dimension du problème et les solutions dans ce type de processus. Et je pense que je rebondis sur ce que Don a expliqué par rapport à la situation africaine. Vous pouvez voir à quel point il ne venait pas d'une vision descendante, autant pour moi. Et ceci apporte de la profondeur et du sens au diagnostic, mais également à la solution. Donc, être transparent, être interdisciplinaire, comprendre que dans les différents pays, les cas seront différents. Je dois, je dois me conseiller moi-même. Et le conseil que je me donnerai, et que rarement je suis, c'est j'essaie de ne pas faire le travail parfait. Donc, le processus est important. Et pour certaines des choses que nous allons faire, il ne s'agit pas de la dernière ligne en matière de questions, en matière Ceci fera partie du processus de construction d'un long processus. Je peux voir à ce que nous faisons par rapport à la communauté, c'est que nous voulons avancer. Et à un certain moment, nous continuons à renforcer ce que nous avons bâti et essayer de traverser, nous essayons de transmettre la connaissance que nous avons acquis. Donc, n'inspirez jamais à être parfait. La perfection n'existe pas, comme c'est le cas pour la Cour suprême ou les cas. Le processus est tout à fait différent dans ce cas de figure. Merci, merci beaucoup, Viviane. Et avant de donner la parole à Don, j'aimerais rappeler l'assistance qu'on aimerait avoir vos questions. Le système que nous avons établi, c'est que vous pouvez poser vos questions par écrit à travers la fonction questions-réponses de Zoom. Donc, ne soyez pas timide, nous avons un peu de temps et j'espère qu'on pourra répondre à certaines de vos questions. Maintenant, je vais me tourner vers Don. Donc, l'une des choses que vous avez mentionnées, et vous venez d'un secteur différent de la société civile en Afrique, et vous avez parlé de comment les crises climatiques et les réponses connexes et code à code, parce que nous avons eu de très bonnes réponses affectent en fait les communautés déjà vulnérables.
Et le changement climatique fait encore plus mal, en plus de la violence. Il existe également des secteurs dont vous avez parlé, comme une vague un colonialisme qui impacte l'Afrique actuellement. Voilà. Et même les pays du Sud. Et beaucoup de pays essaient d'exploiter ou continuent à exploiter les ressources de l'Afrique et d'autres parties du monde. Mais, euh, mais, euh, euh, mais, mais on se dit que gardons nos énergies. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques commentaires par rapport à ce que vous avez observé sur le continent africain? Et si, bien sûr, si vous me le permettez, si vous pouvez parler de l'impact sur en tant que And do that. Yeah, and I also just like to acknowledge that I've seen in the Q&A the question from Batseba Seifu, who actually gives more examples of how war actually itself destroys the environment when you look at issues like, bombardments, aerial and, ground bombardments. When you look at things like vehicular movements and how they affect forests and affect conservation structures and restoration structures, if you look at the use of dangerous chemicals and weapons, and then if you look at the waste that will remain and abandoned military material and so on, and also stuff like that the soldiers will actually steal your crops, steal your livestock and so on, leave you more vulnerable. So I acknowledge that too. And yeah, part of what we're also confronting, even as we do that, is what you're calling the new green colonialism. And in the African context, it's very interesting that it's coming from two parts now. It's coming from the global north, but it's also coming from the Gulf. So in the United Arab Emirates, there's a new company that was registered just last year called Blue Carbon. And this Blue Carbon is owned by one of the princes, immediate brother or cousin of the king of the Aux Dubai. Émirats arabes unis, il y a justement eu ce projet concernant le carbone bleu, qui est notamment un des projets de la princesse. Et il y a également eu un projet qui a été parachuté notamment auprès de différents pays africains, notamment le Kenya, la Tanzanie, le Zimbabwe, la Zambie et le Libéria. Vous savez, ce sont des discussions et des négociations qui sont en cours avec le gouvernement et qui les aident notamment pour la réduction de l'empreinte carbone. Et aujourd'hui, le Kenya, il faut savoir que ce n'est pas un des plus petits pays, mais tout ceci se fait depuis les 12 derniers mois. Mais pour des entreprises euh, qui existent, mais ceci a été d'ailleurs démontré à Dubaï. Nous voyons ce qui se passe dans le nord, mais nous observons également ce qui se développe dans les pays du Golfe. Il y a d'autres choses qui sont produites également et et qui se produisent rapidement, notamment depuis les 3 derniers mois. Il y a des campagnes pour la défense, pour protéger les défendeurs environnementaux, les différents groupes, et nous sommes là pour susciter, développer une prise de conscience. Mais il y a eu des annonces aussi et des signatures qui ont été faites, mais ce sont les voix de toutes ces personnes qui vivent dans les forêts qui se font entendre. C'est là leur habitat, c'est leur seuil. Et presque, c'est comme si nous voyions un regain d'esclavagisme moderne ou de colonialisme où il y a des leaders égoïstes qui tirent leur propre intérêt de ces traités signés. Mais il y a également des pays où il y a accès à l'information et aux droits qui devraient permettre l'accès à l'application et pardon, qui permettent l'accès aux informations et qu'on puisse répondre à ces demandes d'information. Il y a des pays également où nous avons démarré les demandes pour une participation publique et où il y a eu beaucoup de défis. Il n'y a pas de participation publique, il faut le savoir. Il faut aussi se rendre compte qu'il y a des pays dualistes où des contrats et des traités nationaux ont été ratifiés par le Parlement législatif
et nous devons engager les parlementaires, notamment à explorer cette partie-là. Il faut savoir qu'il nous faut aussi revoir la question de l'autorité. Aujourd'hui, nous faisons face à cela, notamment en Tanzanie, où des personnes ont été mises au courant par des lanceurs d'alerte que les chefs d'État et les gouvernements sont entrés en négociation, notamment dans la gestion des ports et notamment avec Dubaï. Et des journalistes, des politiciens ou même des diplomates qui a perdu son titre d'ambassadeur ou des journalistes qui ont été arrêtés ou bien des avocats qui se défendent ou qui défendent les journalistes, qui eux aussi ont été victimes d'intimidation et les avocats qui tentent de défendre ces individus dans ce processus juridique ont été également suspendus de leurs travaux et de leurs droits sans avoir la possibilité de vivre le processus. Donc, dans certaines parties, effectivement, les conversations qui ont eu lieu avec des collègues ne sont pas là pour observer juste la défense des droits de l'homme dans leur entièreté, mais ont été heu divisés, heu, en différentes sections où nous défendons les droits de l'homme et des journalistes et ensuite, les défenseurs des droits de l'homme et de l'environnement. Donc il y a effectivement une rubrique beaucoup plus large d'observation et il nous faut absolument anticiper tout cela. Dans le réseau, des avocats, on dit aux personnes: «Si vous le savez, vous allez être capable de lancer une grosse campagne ou bien même de créer une véritable affaire juridique qui aura un impact» et ces mouvements doivent être préparés pour que les répercussions puissent être gérées. Il nous faut donc anticiper, faire une évaluation des risques. Nous avons des protocoles, d'opération, des normes d'opération qui doivent être en place, mais je le sais, même en Amérique latine, vous savez, nous, on lit beaucoup ce qui se passe. Les temps sont très, très durs, pour être des activistes, surtout dans ce domaine, et dans les industries, d'extraction. Mais donc ici, nous touchons également sur ce que Viviana a dit. Beaucoup de ces choses sont très nouvelles pour tout le monde. Par exemple, pour les juges, lorsque vous leur parlez, on comprend qu'il ne s'agit pas seulement d'une crise de travail ou environnementale, mais il s'agit aussi d'une crise économique. Et tout est complexe et souvent, ils essayent de vous mettre en place certains processus juridiques, mais lorsqu'il s'agit de la mise à exécution, on voit qu'il n'y a pas de participation publique et on ne voit pas non plus la qualité de l'argument ou de l'accord. Il faut que ce soit constitutionnel ou autre. Donc, il s'agit ici de véritablement créer des formations pour des juges, pour des procureurs, pour les membres médiatiques, pour que tout le monde puisse comprendre les complexités de ce nouveau monde dans lequel nous entrons. Merci, merci beaucoup. Merci Don, merci beaucoup. Parce que vous l'avez dit, le besoin de préparer, d'anticiper les répercussions et les conséquences qui sont indispensables et qui sont à considérer évidemment pour tous si l'on veut continuer à combattre le changement climatique et si on veut protéger tous ceux qui défendent les droits de l'homme dans ce contexte. C'est très important et c'est tout à fait applicable aux autres régions du monde. Et même les Amériques, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, où les mesures d'autoprotection et les stratégies au sein de la société civile et de ces organisations doivent organiser des plans, doivent créer des plans avant de lancer des campagnes pour pouvoir éviter ce type de répercussions. Je voudrais revenir à Louisa. Elle- Lucia, pardon. Et justement, concernant ce point sur l'anticipation et concernant ces processus d'avis consultatifs et notamment lorsque nous comparons l'accessibilité par intérim assez court américaine et lorsqu'il s'agit de permettre l'intervention et la participation de toutes ces parties prenantes et des organisations sociétales et société civile et tout autre participant, et nous l'avons vu d'ailleurs, que la Cour permettait aux parties prenantes de soumettre leur amicus curiae. Mais j'aimerais le voir
il semblerait qu'il n'y ait pas la possibilité d'intervenir à travers un amicus curiae pour toute ONG et la société civile. Mais j'aimerais savoir quelles sont vos pensées, quelles sont les stratégies que vous envisagez et qui vont permettre à Ciel de continuer à travailler avec ses partenaires et qui vous permettront également d'avoir une participation plus large dans ce processus. Merci beaucoup, Angelita, pour cette question. Écoutez, il faut savoir qu'il y a une différence d'accès dans la au tribunal juridique. Et si nous comparons la nationale avec la Cour américaine des droits de l'homme, il y a une grande différence. Et la raison à cela, c'est la nature des tribunaux. Et d'ailleurs, je voudrais vous faire part de quelques impressions avant de plonger dans la réponse. Nous sommes ici pour partager avec les participants la nature du processus auprès de la Cour internationale. Il s'agit ici de la pertinence et l'importance des stratégies et des difficultés rencontrées dans ce processus et pour faire face à l'urgence climatique et comment on présente cela à la Cour internationale. Tout processus qui doit être présenté à la Cour internationale est perçu. Il faut comprendre la différence des différents États et la relation entre les États. Savoir que la Cour interaméricaine des droits de l'homme n'est pas liée aux différents États et il faut comprendre cette relation verticale qui existe entre les différents États et surtout lorsqu'il s'agit de protéger les droits des citoyens et des individus sous les différentes juridictions et auprès des différentes conventions américaines. Il faut savoir qu'auprès de la Cour internationale de justice, les processus sont moins importants. En réalité, il est important et cela doit être considéré d'un autre point de vue. Par exemple, il y a des États de l'hémisphère nord qui sont beaucoup plus responsables pour ce qui est de leur contribution au changement climatique. Si nous les comparons à l'hémisphère sud, donc là, en l'occurrence, la Cour internationale va nous demander d'explorer ces différentes responsabilités. Même si elles sont partagées, ça reste différent entre les États de l'hémisphère nord qui sont conformes et par rapport aux États de l'hémisphère sud. Et si on parle des conséquences et des responsabilités qu'ils devraient avoir ou assurer, en tout cas, pour s'assurer qu'elles appliquent les meilleures pratiques en toutes circonstances, c'est un scénario où nous pensons que la Cour internationale de justice nous permettra de souligner, de mettre en exergue. Pour mieux vous exprimer pourquoi le processus auprès de la Cour internationale de justice est important. Écoutez, je suis convaincue qu'il nous faut garder l'œil sur cela. Maintenant, si l'on suit la cour des choses, et qu'on en envisage les difficultés et si l'on parle des États et je ne parle pas encore des citoyens et des peuples autochtones ou de la société civile ou des différentes communautés, mais pour tous ceux qui ont dû travailler, qui ont dû s'impliquer dans ce processus d'avis consultatif auprès des États ou même avec d'autres organisations, devraient être autorisés par la Cour elle-même. Évidemment, il y a un régiment qui a besoin d'être mis en place car il y a beaucoup de voix de société civile, de peuples autochtones, de communautés locales ou autres qui ont été impactées par le changement climatique et qui aujourd'hui sont vulnérables et elles ne peuvent pas être entendues, elles ne peuvent pas participer directement à cause des règles de loi oui, de la Cour qui ont été appliquées. Donc, pour la société civile, par exemple, on veut s'assurer qu'ils puissent participer à tous les niveaux. Et jusqu'à présent, nous avons tenté d'explorer différentes stratégies. Premièrement, c'est de créer une relation d'État amicale. Imaginez, certains États aujourd'hui sont assez proches des sociétés civiles ou ont certaines affinités, entretiennent certaines affinités avec les défendeurs environnementaux.
Eh bien, là aussi, il s'assure à ce que les communautés les plus affectées puissent être entendues, surtout dans la lutte contre le changement climatique. Ces personnes, ces États sont amicaux, sont prêts à aider, à souligner les profils et les problématiques et à parler au nom des plus démunis. C'est une stratégie qui peut présenter les différentes possibilités. Elles peuvent permettre de préparer des documents, partager des informations au nom de la société civile et peuvent parler au nom des peuples autochtones. Il est évident que tout cela dépend de la relation qui existe entre les États et la société civile et les peuples autochtones. Mais il faut savoir que les relations ne sont pas toujours optimales entre les pays, mais il y a certains gouvernements qui pourraient aller dans cette direction. La deuxième possibilité ou deuxième solution serait peut-être de pouvoir proposer à la Cour une réforme à ces règles et procédures. Ceci permettrait d'autres acteurs, comme la société civile ou autres, mmh, cela leur permettrait d'envoyer les documents nécessaires pour, avoir une voix entendue et mettre en place un scénario qui serait plus facile à comprendre. Peut-être créer une plateforme en ligne, quelque chose qui n'existe pas actuellement et qui pourrait être, heu, accessible au monde entier, finalement. Cette alternative, évidemment, doit être promue avant tout, heu, auprès de l'État. Nous sommes convaincus que certains États heu, entretiennent des relations amicales et peuvent, apprécier ce type de proposition, surtout certains États comme, surtout ceux qui font partie de la commission des petits États. Nous sommes Nous pensons qu'ils pourront, soutenir ces propositions. Maintenant, la troisième alternative serait, d'envoyer directement les demandes à la Cour internationale. Alors, qu'est-ce qu'il se passerait ici? Ça peut paraître, absurde, mais si je puis me permettre, cela ressemblerait un peu à une roulette russe, car la première chose que nous devons absolument savoir, c'est que lorsque l'on envoie un document comme ça, ils ne seront pas forcément pris en considération. Donc, même s'il y a quelque chose en cours, leur demande ne sera pas considérée, ça ne sera pas publié et ne sera pas considéré avec les éléments juridiques nécessaires. Alors, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas accès à ces solutions, mais cela signifie simplement que les ponts que l'on cherche à construire, à bâtir pour lier et pour communiquer, et qui pourraient être utilisés comme des éléments, de, rapprochement et qui pourraient être utilisés comme, éléments de débat ou d'inspiration, eh bien, ne seraient pas, considérés. Nous espérons que ces demandes, pourront atteindre, l'esprit et la considération de quelqu'un. Et peut-être que cela ne sera pas considéré par les débats internes des juges. Il nous faut, créer ces liens d'inspiration et ces liens de connaissance pour que tout le monde puisse se sentir, impliqué. Et donc je vais me permettre de conclure sur ce dernier point, si vous me le permettez, Angelita. Il y a quelque chose, d'intéressant qui a été exploré, une idée qui a été explorée avec d'autres organisations et notamment avec les peuples autochtones. Si l'on présente une pétition auprès de la Cour internationale de justice, cela permettrait aux peuples autochtones de participer à ces discussions au même niveau que l'État. Dans le sens où, c'est un peuple autochtone, ce sont des êtres humains. C'est une alternative que nous proposons, une alternative qui, résonne dans de nombreux groupes, bon, évidemment auprès des communautés autochtones, mais avant tout parce que cela ratifie une certaine souveraineté et souligne le droit, heu,
d'exister le droit d'exprimer et le droit de ce peuple auprès des différents gouvernements d'être présents, d'être là et d'avoir une voix. Et donc de les présenter comme cela, comme un peuple à part entière et pas comme une organisation. Ceci nécessiterait un petit peu beaucoup plus de temps, effectivement. Là, nous avons jusqu'au 22 mars. C'est notre date butoir pour soumettre nos alternatives et nos documents. C'est le délai qui nous a été alloué. Et ceci dépendra de beaucoup de choses, évidemment, notamment la souveraineté de, du peuple autochtone d'accepter et de comprendre l'importance de ce rôle qu'ils pourraient prendre et le fait qu'ils aient leur place devant la Cour internationale de justice. Nous espérons qu'ils puissent comprendre toutes les ramifications que cela aura dans le temps. Mais évidemment, d'un point de vue politique, il faut que ce soit compris. Mais nous comprenons évidemment qu'il y en a d'autres qui doivent être considérés. Je vous remercie pour votre aimable. están bajo consideración. Sería muy bueno ver cómo responde la Corte también, ¿no? Ahora que tenemos ya poquito tiempo, pero no quiero dejar de preguntarles algunas de las preguntas que también se han hecho desde la audiencia. And I'm going to switch back to English, which I said I would, that I would be speaking in English, but Spanish just flows so naturally. Je vais I wanna repasser à l'anglais. some of the questions from the audience, and there's a couple that are specifically for Dawn, and Il y a quelques questions posées par l'audience. Il y en a quelques-unes spécifiques. D'ailleurs, je crois qu'ils ont été posées à Dawn. On parle de meilleures pratiques et qui ont été mises en place en Afrique. D'un côté, pour lutter contre les exploitations minières, l'impact sur l'environnement et cet esclavagisme des temps modernes. Mais souvent, en ce qui concerne concernant la vulnérabilité des minorités des genres face au contexte du changement climatique, est-ce que vous voulez répondre peut-être à cette question? Je vous invite à le faire. Bearing in mind that there's very little time, I suppose that this probably would be my last opportunity to talk. So I was just trying to see also the question or the comment that has come from Fiona Eilif. I think hers is more of if we're to take progressive or propose to the African Commission on Human and People's Rights to adopt progressive environmental rights frameworks such as SCAUSU, what is likely to happen? So yeah, with regard to the first question, I'm sorry, David, that I just don't have it at at my fingertips, but I do know that the African mining vision and its La vision et son plan d'action nous sommes là pour offrir les meilleures pratiques et nous pensons que ceci serait un excellent point de départ pour nous tous en termes de ce qui doit être fait et comment nous devons protéger les petites communautés et souvent sont mises de côté en faveur de grosses entreprises d'exploitation minière qui pourraient jouir de leur position dans la ville principale. Et donc, je dirais que c'est là que je me placerai. Évidemment, si l'on souligne la vision, il est important pas seulement d'avoir une licence juridique, mais aussi d'avoir une licence sociale pour que les négociations impliquent toutes les communautés puissent s'assurer que tous les avantages soient partagés avec les communautés. Mais aussi au niveau de la transformation structurelle de l'économie, il faut considérer l'extraction de celle-ci. Les communautés sont souvent déplacées à cause de ces grosses entreprises d'exploitation minière. Ceci, je suis d'accord, c'est un problème des droits de l'homme, de droits déjà avant tout,
Mais je dois admettre que c'est un gros problème qui existe et que l'intersectionnalité existe et il faut voir comment ceci va affecter les minorités euh, de genre et ceci peut être adressé de cette façon-là. Et Fiona, pour votre dernière question concernant les difficultés rencontrées, notamment par les défenseurs environnementaux, je dirais que je pense que la Commission africaine sur les droits de l'homme, écoutez, de façon surprenante, les difficultés que l'on rencontre, et d'ailleurs qui ont été déjà élaborées par Luis Valesa, concernent la façon dont nous approchons finalement la Cour. Et une des questions importantes qui existent, il faut savoir qu'il y a des questions spécifiques qui adressent les défendeurs environnementaux. Et donc, la décision finale n'a pas encore été prise à cet égard, mais c'est une question effectivement qui relève de savoir si c'est quelque chose que nous devrions souligner dans notre demande, car il ne faut pas qu'il y ait trop de questions, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit restreint. Évidemment, nous avons adopté l'approche cumulative. Nous allons recevoir des réponses et on se réserve le droit de pouvoir aller plus en détail ou de pouvoir élaborer d'autres aspects. Mais je suis convaincue que les différents mécanismes spécifiques de la Commission africaine sur les droits africains, et je pense que nous devrions pouvoir structurer tout cela. Et je pense que nous allons pouvoir accomplir de belles tâches ensemble. I'm going to ask one final question that is both for Viviana and Luisa on insights in regard to the Escazú agreement precisely, and in practice since its adoption, do you see any advances, any benefits? What are or what can we do about the gaps in knowledge for communities regarding the scope of this particular agreement? I would say if we can try, I know it's a big question. There's a lot to say about the Escazú agreement itself. We could have a whole other webinar only on that. But if you could. Alors, nous aimerions savoir un petit peu ce qu'il y a. Alors, je voulais savoir, il y a une grosse question. Il faut savoir comment cela se passe dans l'espace de ces accords. Si l'on considère tous ces comptes, Diana, yo je voudrais vous remercier effectivement pour cela. Je voudrais souligner deux choses. Il faut prêter attention à tout cela. Premièrement, il faut considérer le comité d'exécution qui a mis en place ce projet. Et il faut savoir qu'après la COP qui a eu lieu au mois de mai de cette année, pour certains pays qui ont déjà ratifié, peticiones, peticiones nous individuales. allons recevoir leurs pétitions, leurs demandes. Nous allons recevoir leurs demandes individuelles. Oui, les temps sont très intéressants. El acuerdo pues empezaría a funcionar. Entonces creo que eso es un avance, Le digamos. mécanisme qui est en place est prometteur. Nous pensons qu'il y a des investissements importants à considérer, mais je pense qu'il serait peut-être préférable que j'envoie un email avec une réponse beaucoup plus détaillée en ce qui concerne les entreprises au Chili. Au mois d'avril, nous verrons les validations du plan d'action qui ont à voir avec les affaires environnementales. Nous allons avoir des débats aussi parce que c'est un plan régional où nous allons devoir suivre des directives pour que tous les pays puissent ratifier leurs lois et permettant donc de mettre en place et d'exécuter leur plan d'action. Merci beaucoup pour cet événement. C'est une question qui est très importante. Algunas de las comunidades más C'est effectivement afectadas. très important pour la communauté des droits de l'homme, mais pour la communauté environnementale, parce que ce sont les communautés qui sont les plus affectées en Amérique latine. Et nous avons besoin de développer
s'occuper des mesures plus importantes auprès des aspects institutionnels et aussi nous devons créer les normes juridiques. Et c'est pourquoi, à l'avenir, il serait indispensable de partager le processus en place concernant les différentes normes et nous serions capables d'intégrer cette transition de façon positive, tout comme nous le faisons avec les normes de la Cour américaine. Et nous pourrions être inclusifs dans certains processus juridiques et ceci serait au niveau interne. Il y a différents secteurs où nous pourrions constater une interaction beaucoup plus positive parmi ces personnes et notamment dans la gestion des documents. La production positive d'informations est indispensable et pour pouvoir répondre à ces informations en répondant à tous les différents standards et différents systèmes, nous exécuterions ces travaux, mais aussi un des participants a demandé s'il y avait la possibilité d'utiliser le SCASU pour le processus juridique et ceci pourrait renforcer l'architecture internationale et serait intégré dans les systèmes interaméricains et les différentes politiques au niveau interne. Et avec et au niveau juridique stratégique, pour toute personne qui pose cette question, je dirais que ma recommandation serait: nous ne devons pas décider d'entreprendre les choses seuls. Il nous faut considérer les opportunités, comment elles ont été affectées. Il nous faudrait considérer la dynamique de du climat en cours et nous devons créer la bonne stratégie pour que nous puissions mieux comprendre les communautés. Elles peuvent nous faire d'excellents retours. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup de besoins auxquels nous devons répondre. Il y a un besoin de créer ces plans d'action, pas seulement pour avoir une stratégie homogène, mais pour pouvoir bien réfléchir à la stratégie avant de l'inaugurer. Merci beaucoup. Ça a été une conversation très riche. Merci infiniment pour vos interventions. Merci Don, Lisa, Viviane. Merci à nos interprètes qui nous ont permis de communiquer, qui nous ont euh, aidés à réduire ces écarts de langage. Nous arrivons à la fin de cette réunion. Nous n'avons malheureusement pas pu répondre à toutes les questions et merci à nos panélistes qui ont pu répondre quand même à certaines de ces questions. Je voulais juste vous inviter à voir nos réunions précédentes. Ceci fait partie d'une série de webinaires sur l'espace civique, sur les droits de l'homme. Il y a différents sujets, le droit de protester, la situation des femmes, des journalistes et aussi les violences des genres face à elles et face aux autres. Merci à vous tous et je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt. Les interprètes vous remercient également.